Bonjour à toutes et à tous, c'est le rendez-vous de l'émission Mosaïque à travers laquelle les invités débattent sur les questions essentiellement politiques de la vie de notre pays. Le 20 mai 2020, les Burundais vont se présenter aux urnes pour élire le président de la République, les députés et les conseillers communaux à travers un suffrage universel qui a pour fonction de conférer la légitimité aux heureux élus et réactiver le sens d'appartenance à de grands groupes politiques, à savoir les partis politiques, en même temps que les candidats indépendants ont aussi des gens qui les suivent. C'est aussi l'occasion au gouverner de porter un jugement sur les politiques qui sont en compétition. Dans ce débat, nous avons deux invités. Le premier, c'est Denis Banshimi-Vusa. Il est professeur à l'Université du Burundi. Il est spécialiste des partis politiques et des élections. Bonjour, monsieur Denis. Bonjour et merci de l'invitation. Le deuxième invité, c'est Rémi Havyarimana. Il est spécialiste de la résolution pacifique des conflits. Bonjour et bienvenue, monsieur Rémi. Bonjour, merci de l'invitation aussi. Bonjour encore une fois à tous. Au micro, Silver Nakarutimana avec mes deux invités qui vont répondre aux questions, ou plutôt débattre aux questions que nous allons poser. À la cabine technique, Séraphine Hakizimana. À la prise des images, Ronan Nyongheza et Justicien Tuikez. Bonjour encore une fois, bienvenue dans l'émission Mosaïque. La première question, la campagne électorale a commencé il y a 2 semaines. Très prochainement, nous commençons la 3e semaine pour la campagne électorale. Les candidats sont sur terrain. Et quelle est votre appréciation sur la campagne électorale qui a déjà duré 2 semaines, Monsieur Denis? Peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour faire cette appréciation, mais d'après les informations que nous avons, la campagne électorale bat son plein et les candidats rivalisent de talent pour présenter leur programme politique, mais aussi pour rassembler des foules en meeting. Les candidats indépendants, eux aussi, ne sont pas en reste. Mais pour moi, c'est une campagne électorale qui a manqué de préalable. C'est une campagne électorale qui a manqué de préalable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas existé une véritable animation politique locale. Vous voulez dire quoi par ça? Ce que je veux dire, c'est que durant l'entre-deux élections, on n'a pas assisté à des partis politiques qui vont sur le terrain pour parler de leur idéologie et de leur projet de société d'une manière générale. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Je sais pourquoi et j'ai toujours parlé de cela. Et les responsables, que ce soit du ministère de l'Intérieur, que ce soit les responsables de la CENI, disent qu'il faut attendre les 3 semaines pour présenter un programme. Ce qui est faux à mon avis, et qu'aucune loi dans les textes que nous avons n'interdit aux partis politiques d'aller sur le terrain pour faire cette animation politique locale, c'est-à-dire pour socialiser le citoyen, pour débattre des questions et de cette manière aider le citoyen à faire le choix avant le jour du vote. Est-ce que pour vous, c'est un faux départ? C'est un faux départ. C'est d'ailleurs un manquement grave qu'il faut corriger prochainement. Il ne faut pas que les autorités continuent à dire que les partis politiques n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour faire de la propagande politique, alors que les partis politiques sont là justement pour faire de la propagande politique. Merci beaucoup. Monsieur Rémi, le politologue dit que c'est un faux départ, considérant les idées qu'il a déjà avancées. Il dit que la propagande politique a mal commencé. Est-ce que c'est votre appréciation? Du point de vue de ces manquements, justement, par rapport au respect ou tout simplement à la lumière de la loi, il a tout à fait raison. Et seulement, à mon avis, j'ai comme impression plutôt que, bien que cela ait été commencé tardivement,
la période au cours de laquelle cette autorisation a été donnée, j'ai comme impression qu'il y a des avancées quand même comparativement à ce à quoi on avait l'habitude dans les échéanciers antérieurs. J'ai comme impression que la quasi-totalité des candidats ont beaucoup travaillé sur les programmes, ce que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça, c'est quand même positif. Justement, c'est positif. À la seule différence de ce dont il parlait tout à l'heure, le fait est que tout cela tombe en même temps et à la dernière minute, ne donnant peut-être pas les opportunités qu'il faut aux électeurs de bien analyser tous ces documents qui viennent en même temps et souvent n'ayant même pas les opportunités de les comparer parce que, comme vous le dites, l'un est ici, l'autre est là-bas, ils le disent de la même manière, en même temps, et c'est un peu gênant de la part de cet électeur qui devrait avoir suffisamment de temps de pouvoir comparer, poser, comprendre ce que veut dire l'autre et finalement se positionner. Mais quand même, je souligne ce fait positif, c'est que maintenant, j'ai comme impression que les candidats parlent beaucoup plus des programmes, de ce qu'ils voudraient réaliser au cas où ils étaient chanceux. Donc, ça, à mon avis, c'est très positif. Bon, mais est-ce que vous n'exagérez pas en vous prononçant par rapport à cette campagne électorale, comme quoi les électeurs n'ont pas eu le temps de pouvoir scruter à travers les programmes, du moment que nous savons que certains partis, peut-être pas tous, notamment le CNDD-FDD, qui a été toujours dans l'encadrement de la population, il y avait aussi le CNL qui, à un moment donné, avait profité des occasions pour ouvrir des permanences. Il y avait un discours politique autour de ces événements-là, M. Denis. Ah non. Au cours de leur descente, et je crois en avoir déjà discuté avec la porte-parole, par exemple, du CNDD-FDD invité ici sur le plateau de Mosaïque. Au cours de ces descentes-là, il leur était interdit de parler des projets de société. Donc, il dit que ce qui était autorisé était seulement de parler du bien-être de la population. Une expression déjà très vague, parce que qui dit bien-être de la population dit quoi? Donc, ils ont fait, certains partis ont eu cette chance, pas tous, ont eu cette chance ou cette autorisation de faire des descentes sur le terrain, j'en suis convaincu, mais le discours n'était pas le discours approprié parce que c'était un discours qui semblait berner la population, alors que entre deux élections, les partis politiques doivent faire de la propagande politique. Et d'ailleurs, si on fait une curiosité, en regardant la définition que le code électoral donne de la campagne électorale, il dit que la campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande. C'est-à-dire qu'il y a une étroite relation entre la propagande politique de l'entre deux élections et la campagne électorale que l'on appelle ici propagande électorale précédant directement le vote. Bon, de toute façon, il y a une campagne électorale qui bat son plein aujourd'hui. Quels sont les obstacles, M. Rémy, que vous avez déjà constatés par rapport au bon déroulement que tous attendent de bon cœur? Oui, merci de la question. Peut-être avant d'aller sur les problèmes, et permettez que j'apprécie positivement, par exemple, l'attitude et le discours des candidats qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité axe leurs paroles sur des programmes. Ça, c'est quelque chose de très appréciable. Deuxièmement, comparativement aux échéanciers antérieurs, encore une fois, j'ai comme impression qu'il n'y a pas de paroles blessantes, des attaques individualisées. On sent qu'il y a vraiment un minimum, je dirais, de respect mutuel, de respect de l'autre, sans toutefois dire qu'il n'y a pas de problème. Mais là, vous allez à l'encontre du constat des autorités. Nous avons entendu le porte-parole de la police, du ministère de la Sécurité publique. Nous avons entendu le ministre de l'Intérieur. Nous avons entendu le procureur général de la République. Ils sont tous dénoncés des injures, des attaques, des violences, etc., etc., et des discours insinuant la violence ou l'appel à la violence. Est-ce que vous êtes à côté ou vous n'avez pas entendu ce discours? J'ai bien entendu et je crois que c'est leur droit de le dire parce que justement, compte tenu de ce qu'ils sont, ils doivent vraiment faire le tout pour que, si c'était possible, que ça s'annule.
Mais si je me permets de comparer justement les à côté ou les écarts qui se produisent maintenant, je les compare avec à quoi on avait l'habitude dans les périodes antérieures, je dis que c'est quand même aussi encourageant. Néanmoins, il y a des éléments qui poussent quelque part à se poser des questions lorsque notamment on sent qu'il y a déjà des partis politiques qui, lorsqu'ils s'adressent à leurs membres, se prononcent comme si les élections avaient déjà terminé. Donc, dire qu'on est vraiment certain de la victoire. Et si cela est dit par plus qu'un seul parti, ça sous-entend qu'il y a deux camps qui s'attendent impérativement à la victoire. Et vous comprenez que déjà, c'est un problème. Ce sont des prémices d'un conflit. Exact, parce que ça sous-entend que chacun est convaincu de la victoire. Et si demain, on sait que doit vaincre un seul, l'autre qui ne sera pas victorieux devra chercher des raisons qui ne vont pas dans le sens de dire qu'on a été équitable, que ceci et cela. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant qui risque justement de faire monter des attentes dans deux camps, et on sait que les deux camps ne peuvent aucunement gagner de la même manière. Voilà. Monsieur Rémy juge un peu positivement la campagne électorale parce qu'il dit quelque part qu'il y a un respect mutuel. Est-ce que c'est votre constat, monsieur Denis? D'abord, lorsqu'on parle de campagne électorale ou de propagande électorale, il ne s'agit pas seulement d'entendre le terrain. Non. La campagne électorale ou la propagande électorale n'est pas seulement faite au niveau du terrain. Par exemple, je peux parler des médias, le rôle des médias dans la campagne électorale. Ailleurs, dans d'autres pays, beaucoup plus que le terrain, les médias occupent la première place au niveau de la campagne électorale. Vous voulez dire que les médias ne font pas leur travail à ce niveau? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je remarque quelques manquements. Par exemple, dans les autres pays où on dit que les pratiques démocratiques sont en avance, on invite les candidats pour le débat. Et de cette manière-là, l'électeur, c'est-à-dire le citoyen électeur, a l'occasion de faire une comparaison directe. C'est-à-dire on devrait inviter par exemple les 7 candidats à la présidentielle. Et puis on pose la question en rapport avec l'éducation. Toi, Léon Singendakoumane, qu'est-ce que tu prévois? Toi, général-major, qu'est-ce que tu prévois? Toi, Gouassa, qu'est-ce que tu prévois? Et puis, le citoyen électeur compare les réponses. C'est ça vraiment... Est-ce que vous n'avez pas entendu à travers les médias ce genre d'émission où les candidats s'expriment domaine par domaine sur ce qu'ils prévoient par... Non, ce n'est pas de cette manière. C'était d'abord fait avec l'interdiction de présenter les programmes politiques. C'était avant la campagne. Alors maintenant, dans la campagne, où alors c'est bien ouvert, on devait inviter les candidats et les candidats devraient avoir cette liberté avec le temps égal de parler de leur programme sur des questions précises avec des journalistes bien rodés et pas seulement aller au niveau de la population pour parler d'une manière générale de leur programme politique. Alors ça c'est très important. C'est très important parce que, comme le disait mon ami Rémy, ça permet à l'électeur de comparer les programmes politiques présentés par les candidats. Et puis aussi, non seulement les programmes politiques, mais aussi les candidats même qui portent ces programmes politiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'un programme, mais on doit aussi analyser la personne, le candidat lui-même qui porte son programme politique. Alors, ça c'est, pour moi, ça c'est un manquement quand même qui ne facilite pas la propagande politique parce que sur le terrain, normalement, ne viennent que les gens déjà acquis à la cause de son parti. Alors qu'au niveau des médias, c'est tout le monde qui écoute. Et deuxièmement, il y a certains écarts, comme l'ont dit les autorités. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais puisque ce sont les autorités qui l'ont dit. Le ministre de l'Intérieur, le président de la CENI, le procureur, le porte-parole de la police, toutes ces autorités, je me dis qu'elles n'oseraient pas mentir. Donc il y a des écarts de langage et il y a eu déjà des morts. Il y en a d'ailleurs qui les jugent
d'être partial par rapport à ce qui se fait. J'en sais rien, mais qu'ils soient partiaux ou pas, moi ce que je constate, c'est qu'ils parlent des écarts au niveau de la propagande. Que ces écarts proviennent du CNDD-FDD ou du CNL ou de l'UPRONA ou du FRODEBO, mais il y a des écarts au niveau de la propagande politique, ça c'est une réalité. Autre chose très importante que les gens négligent, c'est ce que vient de soulever Lémi. Cette manière-là de dire qu'on a déjà gagné, cette manière de dire qu'on gagnera à 100%. Est-ce que ce n'est pas une façon de raviver le moral des Dans militants? un côté, c'est un discours ou des slogans mobilisateurs. Ça, c'est un côté. Oui. Mais lorsque c'est dit par les leaders partisans envers nos électeurs, dont la plupart que nous connaissons sont analphabètes, donc ils prennent cela à la lettre. Donc si demain il advenait que tel parti ne gagne pas les élections, surtout la présidentielle, les électeurs vont dire notre leader avait déjà dit que nous avons déjà gagné, donc on a déjà faussé l'élection. Quelle est la conséquence de ce discours? La première, c'est qu'il peut occasionner quelques mécontentements et pouvant même déboucher à des violences après les élections. Mais aussi, il y a autre chose. C'est que ça peut discréditer le vainqueur. Pourquoi? Le fait de dire qu'on a déjà gagné et qu'on gagne. Celui qui perd peut penser que finalement on avait déjà mis en place les mécanismes de fraude. Donc c'est un discours que on se l'arrache. Vous dites que c'est un discours qui est dangereux à la fois pour ceux qui le prononcent. C'est un discours qui est devenu normal, mais qui est en même temps dangereux, surtout pour le niveau de nos électeurs qui prennent à la lettre ce que disent les leaders partisans et les leaders politiques. Oui, Monsieur Lémi, le politologue vient d'évoquer un manque de connaissance des politiques en compétition, j'allais dire les programmes politiques en compétition. Est-ce que c'est le même constat? Parce qu'au niveau des médias, je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont donné la parole à différents candidats, notamment les candidats présidentiels, pour présenter leur programme. Est-ce que vous n'en avez pas l'écho? D'abord, permettez que je dise cela de deux orientations. D'abord, lorsque nous parlons de la connaissance du contenu des programmes, comme il a dit, en fait, c'est la question de savoir depuis quand les électeurs savent. Non seulement le contenu des programmes, mais aussi les candidats. En fait, là, vous vous rendrez compte que même si vous pouvez prêcher pour votre chapelle, comme journaliste, mais en fait, depuis quand vous vous activez pour cela, vous suivez ce que la CENI vous donne comme orientation, comme programme. Donc, vous invitez ces candidats qui viennent, et souvent individuellement, il va axer ses dires sur ce qu'il priorise, pas nécessairement ce qui est priorisé par j'allais dire adversaire, l'autre concurrent. C'est-à-dire, vous auriez aimé une confrontation face à face pour qu'ils se critiquent eux-mêmes. Exact, ça c'est le deuxième niveau. Mais le premier niveau, c'est cette période au cours de laquelle les gens se préparent pour les élections. Mais c'est justement parce qu'on sait qu'à un certain moment je dois élire que je me pose déjà la question de savoir à qui vais-je confier ma destinée. Est-ce que c'est le problème des médias ou c'est le problème du cadre législatif qui nous analysons, nous évaluons le processus et nous parlons de là où le bras baisse. Il y a d'un côté au niveau de l'organisation elle-même, donc le processus électoral, mais aussi le processus au niveau des médias. Parce que les médias attendent que la CENI donne le coup de sifflet pour suivre. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que l'électeur devrait se poser la question de savoir à qui je vais confier ma destinée? C'est un peu tard, pour ne pas dire déjà tard. Alors, c'est donc à ce niveau où, lorsque ces programmes viennent, tombent en même temps, vous avez déjà 7 programmes. Même un professeur d'université comme Denis devrait prendre chaque copie une après une autre. Mais notre niveau, le niveau d'électorat que nous connaissons au Burundi, à qui vous exigez de choisir un programme parmi 7, et cela
dans une période aussi courte, vous comprenez quand même qu'on est en train de demander quelque chose dont on est déjà sûr de ne pas avoir. C'est pour cette raison que vraiment la majorité ne vont pas beaucoup se donner la peine d'aller en profondeur. À vous entendre parler, M. Lémy, c'est comme si vous pensez que le vote doit être rationnel. Mais n'oubliez pas qu'il y a des aspects irrationnels au niveau du vote, M. Denis. Est-ce que c'est toujours rationnel ou il y a aussi des éléments irrationnels qui guident le vote? Dans le principe démocratique, il est supposé que l'électeur est rationnel. Donc, c'est-à-dire il est supposé. Oui, c'est supposé. Et c'est-à-dire qu'il pèse les gains et pertes, les coûts et profits. Ouais. Et puis, c'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire que l'électeur peut prioriser une question donnée. Ouais. Par exemple, prenons le chômage des jeunes. Et dire que cette question, c'est la référence pour le candidat pour qui je vais voter. Alors, longtemps avant, comme le dit M. Rémy, avant la campagne électorale, il y a une bonne période de préparation et on peut même produire des livres pour donner des orientations de ce qu'on fera si jamais on était élu. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Et c'est au cours de cette période que le citoyen électeur, alors, se confronte à ces projets de société d'une manière générale, mais qui vont devenir des programmes politiques pour la compétition, et qu'à partir de là, il peut même opérer un choix avant même la campagne. Oui. Parce que si vous allez au CNDD-FDD pour la campagne du CNDD-FDD, c'est que déjà vous êtes acquis pour le CNDD-FDD. Le CNR mêmement. Ici, on a manqué, donc ce que j'ai dit au début de l'émission, on a manqué l'animation politique et locale, et encore qu'il faudrait faire une autre avancée. Ailleurs, pour faire une animation politique et locale, le parti va dans une commune donnée, et puis viennent tous les citoyens qui le désirent. Pas seulement les membres du parti, mais tous les citoyens de la commune ou des environs qui viennent débattre de certaines questions avec son parti. Et c'est à partir de ce débat que certains citoyens peuvent même se déterminer d'adhérer dans ce parti ou alors de voter pour ce parti. Donc c'est ça qui manque. Le jour du vote n'est pas le jour du choix, mais c'est le jour de la matérialisation du choix. C'est compréhensible. Alors, M. Lémy, aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Il y a des obstacles que vous avez déjà évoqués, mais ce qu'on a déjà constaté sur le terrain, c'est qu'il y a de la violence verbale et même physique. Qu'est-ce qui explique cet tas de choses? Beaucoup de choses, mais comme nous le disions tout à l'heure, accepter que je catégorise justement les acteurs sur terrain, au sein d'un parti politique, moi je les mets en 3 catégories. Il y a d'abord la sommité, si vous voulez, le candidat qui véhicule tout ce monde qui reste derrière lui. Il y a deuxièmement une équipe des membres influents qui en fait aident le candidat à aller de l'avant, font des réunions, décident, ainsi de suite. Et finalement, il y a ce que je qualifierais de sympathisants, ceux qui suivent, qui sont prêts à élire. Alors, lorsque maintenant nous venons sur ces violences qui se constatent ici et là, souvent il y a lieu de constater que malheureusement, tout cela se situe au niveau de la base. C'est pour cette raison que j'avais dit au début, j'ai comparé les discours des propagandes antérieures et les discours que j'entends aujourd'hui. Sur ce point de vue, je dis que nous avons vraiment des avancées assez significatives. Mais si vous descendez cette fois-ci au niveau de la base, cette fois-ci les sympathisants, lorsque vous posez la question de savoir qui a rédigé, qui a conçu la mélodie de telle ou telle autre chanson, et que vous entendez le contenu, ça ne provient pas du président, du candidat. Ça provient de l'art de ce sympathisant qui met dans la musique ce qu'il veut ou ce qu'il entend. Alors, la responsabilité est partagée parce que le candidat qui entend que la musique peut être source de conflit, mais qui ne dit pas « art », là, je ne marche pas, c'est sa responsabilité. Ouais. Mais encore une fois, lui, je crains que la majorité aussi se retrouve dans la situation dont nous parlions tout à l'heure, parce que est-ce qu'ils ont eu le temps d'écouter ces chansons, ces slogans qui sont véhiculés lors de leur campagne, ou eux aussi, ils les entendent lorsqu'ils sont déjà sur le terrain.
Donc là, c'est pour revenir sur vraiment la petite période de préparation de ces élections. Mais cette fois-ci, le côté des sympathisants, donc, c'est là où vous allez voir beaucoup plus de violence, beaucoup plus des attaques verbales, beaucoup plus justement de ces tensions qui généralement se constatent le soir ou le matin avant que toutes ces trois catégories se mettent ensemble. Ouais. Ce n'est que lorsqu'ils se sont séparés ou avant de se réunir que ces violences se remarquent. Alors, dans ces violences, des échanges plus ou moins musclés, il y a la chaîne pénale, la justice qui intervient. Il y en a qui ont été déjà emprisonnés. Il y en a même pour qui les procès ont été déjà prononcés. Est-ce que vous avez un jugement sur les appareils étatiques de pacification, j'allais dire, de justice, de police, face à ce tas de choses? Oui, vous savez, être au pouvoir, ça présente énormément d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients en termes de processus électoral. Parce que, curieusement, si l'opposant n'est pas content de l'attitude du décideur lors de cette période, malheureusement, que cela ait été fait par la police, qui est légalement ou à travers des textes neutres, que cela ait été fait par le responsable de la justice, qui aussi, dans ce contexte, ne devrait pas prendre position, mais tout cela retombe sur le dos du parti au pouvoir. Parce que, malheureusement, l'opposant va dire que voilà, celui-là, il est au service du parti au pouvoir. Et c'est ce qui fait que souvent, si l'on analyse encore une fois à ce niveau, on se rend compte que plusieurs fois, les cas qui se remarquent en ce moment-là, même un cas qui devrait passer peut-être inaperçu, une fois que l'on l'a relevé et que l'on l'a rehaussé, finalement, il y a lieu de se poser la question de savoir si l'administration n'est pas en train de faire une contre-campagne d'elle-même ou de son parti politique. Parce qu'il y a des faits qui peuvent passer inaperçus dans une commune parce que c'est vraiment un fait, je m'excuse du terme, banal, mais une fois que ça remonte, chacun devra l'exploiter en sa faveur. Ouais. Et malheureusement, le fait risque d'être à la charge de celui qui l'a fait, et celui qui l'a fait représentant l'État, et l'État au Burundi étant presque confondu avec le parti au pouvoir, malheureusement, tout revient. Et c'est ce qui fait que souvent, l'opposition va dire « changeons ces choses ». Et souvent, comme je l'ai dit, les victimes ou ceux qui se battent sont à la base et c'est eux qui sont nombreux. Et lorsqu'ils sentent le mot changement, ils ont tendance à vouloir comprendre que c'est le parti au pouvoir qui doit partir. Ouais. Monsieur Denis, est-ce que la police, est-ce que l'administration, ces institutions s'y prennent bien pour essayer de contrôler les affrontements entre candidats ou entre militants des partis politiques en compétition? Oui, avant que je ne réponde à la question, j'aimerais revenir sur les cas que vous avez, la question que vous avez posée concernant les violences verbales et physiques que l'on observe au cours de cette campagne électorale. Pourquoi tout cela? À mon avis, la première raison, c'est qu'on a vécu l'entre-deux élections que les gens ont tendance à négliger. On a vécu l'entre-deux élections avec un espace politique verrouillé. C'est-à-dire, les gens n'avaient pas la libre circulation, le libre exercice de leurs droits civils et politiques. Pour bien comprendre, c'est que ça, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une conséquence directe de ce qu'on a vécu dans le passé. Parce que lorsqu'on vit un espace politique verrouillé, fermé, ou autorisé à certaines personnes tout simplement, le moment de la campagne électorale, maintenant, on ne peut plus verrouiller et on est alors en explosion de la participation citoyenne. Alors, lorsque on a été enfermé pendant 5 ans et qu'on explose, exploser, c'est exploser. Parfois, il est difficile violent, de se contrôler et on tombe dans certains discours et dans certaines chansons de violence verbale et physique. Et deuxièmement, c'est ce que nous devons appeler la socialisation, l'éducation,
C'est ce qui a manqué même pendant les 5 ans. Le fait que les partis politiques ne vont pas sur le terrain pour enseigner cette politique, pour parler de leur projet de société. Alors, la socialisation ici de nos acteurs en bas, quel est leur niveau? Que comprennent-ils par le mot campagne électorale, par élection? Le niveau, vous voulez dire le niveau d'études ou le niveau de compréhension des phénomènes politiques? Le niveau de compréhension des phénomènes politiques. Ce sont les partis politiques qui doivent être sur le terrain pour apprendre aux citoyens les phénomènes politiques, comment se comporter, comment se gérer, comment respecter l'État, comment respecter les autres, etc., etc. Ici, comme l'a dit M. Rémy, alors nous avons nos électeurs qui commettent des bavures, et plus grave, c'est que les responsables et partisans n'interviennent pas pour sanctionner leurs militants, leurs adhérents qui commettent tout cela. Donc, pourquoi pour vous, ils laissent faire alors qu'ils savent bien que c'est une complaisance, parce qu'on pense qu'en sanctionnant cela, on va perdre les voix. Nous revenons dans notre débat. Il y a une question qui n'a pas été répondue en rapport avec les institutions, l'administration, la police. Comment ils s'y prennent aujourd'hui? Vous voulez bien continuer? Oui, les institutions, le comportement des institutions, lui aussi est le corollaire de cette situation antérieure. Donc, il y a déjà une partie d'électeurs qui avaient déjà le pressentiment que les autorités en place sont en connivence avec le parti au pouvoir. Alors, leur comportement, le comportement actuel de ces institutions va rester avec cette connotation d'être au service de ce même parti au pouvoir. Alors, ça s'est aggravé quand même, si vous permettez, avec les 4 interventions récentes. 4 interventions de qui? Lorsqu'on a vu le procureur général de la République, lorsqu'on a vu le président de la CENI, lorsqu'on a vu le porte-parole de la police, lorsqu'on a vu le ministre de l'Intérieur, semblant dire la même chose et presque sans nuance, et on a pensé qu'on risque de tomber dans cette connotation de dire que les institutions sont au service du parti au pouvoir. Ce qui serait grave. C'est votre analyse aussi, ce qui serait, j'allais dire, le jugement de l'autre parti. D'une manière générale, comme Rémy a dit, c'est ça. Les institutions semblent travailler au détriment d'elles-mêmes, parce que déjà il y a une situation antérieure qui les défavorise. Alors maintenant, c'est le moment de montrer, par exemple, que c'est la neutralité, c'est l'impartialité au niveau du processus électoral. Parce que il faut qu'on s'entende, la CENI n'est pas au même niveau que le ministère de l'Intérieur, n'est pas au même niveau que le procureur général de la République, n'est pas au même niveau que Est-ce qu'il y a des niveaux à faire là-dedans? Parce que la CENI, c'est le premier responsable du processus électoral et il est politiquement impartial. C'est ça. Donc la CENI, il faut qu'elle fasse attention. Donc si elle fait une intervention allant dans le sens des autorités, on risque de penser que la CENI est en train d'emboîter le pas à ce que disent ces autres institutions. Rémy, est-ce que le jugement qui risque de se faire à travers les discours politiques que nous entendons et à travers les discours des institutions et qui sont appelés à trouver solution à des problèmes qui s'opposent à travers cette campagne électorale, est-ce que, pour vous, vous jugez que c'est impartial ou c'est pas impartial? Je risque de reposer la même question que j'avais posée à M. Dedi. Est-ce que c'est le même jugement que vous avez à travers ce discours-là, que les institutions risquent d'être jugées comme des institutions partiales? Je crois que tout observateur saurait tenter d'aller dans ce sens. Parce que justement, il n'y a pas eu de cette distanciation entre le processus électoral, parce que comme nous l'avons dit, en fait, cette autorité administrative qui est appelée à être père de toute la nation, de tous les partis politiques et ainsi de suite, à un certain moment, il n'y a pas de distance entre ces activités et celles de la CENI. Et là, c'est justement là où le bras baisse. Parce que, en fait, aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas candidat quelque part? C'est un exemple.
Supposons qu'il soit candidat au niveau de la députation dans sa province et que maintenant il donne un discours pareil. Vous qui êtes électeur, qui est encore une fois du côté de celui contre qui il est en train de parler, est-ce que vous allez être neutre? Est-ce que vous allez prendre ce jugement comme neutre? Donc c'est un problème assez délicat. Deux. Mais en même temps, il ne doit pas démissionner comme ministre. Il ne démissionnerait pas, mais maintenant nous sommes dans un processus électoral à laquelle on a confié uniquement à la CENI. Il ne faut pas que le discours du président de la CENI soit confondu de celui du ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre de l'Intérieur, il est membre... À votre avis, c'est un discours synonyme ou c'est un discours différent? Synonyme différent, encore une fois, placez-vous dans le camp de celui qui est visé par le côté défavorable du discours. Il va se dire qui est en train de juger. Est-ce qu'il n'est pas parti? Donc, c'est ce dont je parlais. Donc, si vraiment il y avait cette distinction, on se dit, mais non, nous allons cheminer vers les élections. Et nous allons tout mettre sur le dos de la CENI. La CENI va sentir la responsabilité et va aussi écarter tout autre intervenant. Alors, dans ce moment-là, c'est en ce moment-là que même le ministre de l'Intérieur, qui peut être candidat à la députation, qui peut être futur membre du conseil communal ou je ne sais autre chose, devrait aussi se mettre un peu à l'écart, savoir que maintenant, je veux vraiment me mettre en écart parce que pour ne pas être juge et parti. Mais cette fois-ci, s'il y reste, je dirais, il est obligé d'arbitrer parce que cela n'a pas été fait dans la période préparatoire. Parce que comme nous l'avons dit, tellement d'activités, tellement de choses sont concentrées dans une période tellement courte que tout acteur doit cette fois-ci aller dans le sens de se sentir interpellé, alors qu'il y a des questions qui devraient avoir été fait objet de discussion il y a longtemps. On aurait dû définir ce que fera le ministre de l'Intérieur dans cette période, ce que fera l'administrateur communal, et ainsi de suite, pour que finalement chacun se dise, tiens, tout est tellement clair que si demain on me dit que j'ai un peu été à l'écart, tout sera clair, je ne vais accuser personne. Mais maintenant, faudrait-il que ces autorités se disent, est-ce que s'ils disent que je suis partial, ont-ils raison ou pas? Voilà. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en train d'écouter l'émission Mosaïque. Sur la table, nous avons deux invités. Le politologue Denis Banchimiboussa, il est spécialiste des partis politiques et des élections. À côté de moi aussi, j'ai un autre invité, Rémi Havzalimana, il est spécialiste de la résolution pacifique des conflits. Le débat, c'est Mosaïque. Nous continuons avec d'autres questions. Monsieur Denis, à voir comment la campagne se déroule aujourd'hui. Vous avez déjà entendu le discours de certaines institutions. On a déjà évoqué la police, on a évoqué le ministère de l'Intérieur, on a évoqué la CENI et la magistrature aussi, à travers le discours du procureur général de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que, à base de ces discours-là, la situation va s'envenimer ou ça va s'apaiser? Bon, il est difficile de dire ce qui va arriver, mais je pars dans notre exemple pour répondre à votre question. Oui. Selon l'article 22 du décret présidentiel mettant en place la CENI, il est dit que lorsqu'on remarque quelque chose chez donc un membre de la CENI, lorsqu'on remarque un comportement pouvant entraver la bonne marche du processus électoral, on s'adresse à la CENI même. Vous voyez? Et la CENI va analyser le dossier et va le transmettre au président de la République. Aujourd'hui, pour l'emboîter le pas à Rémi, aujourd'hui, le président de la République a son dauphin qu'il présente. Il dit, en votant pour tel candidat, c'est comme si vous votiez pour moi. Et comme vous m'avez toujours voté, vous n'avez qu'à matérialiser ce vote. Alors, cet article-là, par exemple, s'il advenait qu'il y ait un comportement plus ou moins qui pose des doutes à un électeur, à un citoyen,
Pensez-vous qu'il va avoir le courage de porter ce problème à la CENI, alors que la CENI va transmettre le problème à la présidence, alors que le président est comme candidat parce qu'il a son dauphin? Pour vous, ça aurait dû être comment? C'est-à-dire que lorsque on est dans un processus électoral, l'organe chargé de ce processus électoral doit être indépendant et que les administratifs n'interviennent que pour le rôle d'administration et non pas dans le processus électoral. C'est ce qu'a souligné Rémi. Alors, je reviens effectivement sur ce qu'a souligné Rémi. Et je voudrais reposer la même question, mais d'une autre manière. Est-ce que vous pensez que le contentieux électoral qui peut provenir de la situation actuelle n'a pas un mécanisme de solution aujourd'hui? Tout a une solution. Mais tout dépend justement de la manière dont les acteurs s'y prennent. En fait, le grand problème, c'est que maintenant, nous sommes en train d'insister sur le rôle qui devrait être joué par la CENI, mais qui, quelque part, se retrouve émietté, partagé par plusieurs autres acteurs, dont une partie de ces acteurs se retrouve candidats impliqués dans le processus électoral. Là, vous comprenez que la notion de partialité ne peut pas ne pas être mentionnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement les conséquences qui peuvent déjà planter des racines d'une possible après-élection. Parce que, revenons un peu dans l'histoire. Lorsque nous avons les élections de 1993, là, nous avons justement un processus où nous voyons les négociations, les demandes de l'opposition, à cette époque de Frodebo, qui insistent pour dire les choses ne sont pas assez claires. Est-ce qu'on peut voir comment atténuer les résultats qui peuvent être choquants pour l'un ou l'autre? Alors, comment les choses se sont produites, vous l'avez vu. Au lieu d'aller dans ce sens, on a souvent emprisonné, souvent inquiété, intimidé les gens qui étaient porteurs de tels messages. Malheureusement, lorsque justement les élections ont eu lieu et que les résultats ont été ce qu'ils ont été, finalement, les uns étaient tellement contents de la victoire, alors que les autres se disaient non, ce ne sont pas des élections, on les a qualifiées autrement. Alors, c'est la même chose. 2005, voyez un peu avant, il y a eu tellement d'emprisonnement, tellement de... Et cela était en train de dire, s'il vous plaît, cela n'est pas juste, il n'y a pas d'équité, est-ce qu'on peut faire ceci? Et malheureusement, lorsque l'autorité est en même temps candidat, et qu'il est aussi impliqué dans la résolution des conflits électoraux, vous comprenez qu'en ce moment-là, c'est problématique. Alors maintenant, si vous posez donc la question de savoir s'il y a lieu de faire quelque chose pour éviter cela, bien sûr que oui. C'est justement le fait de dire qui suis-je durant toute cette législature. Qui va se poser cette question, qui suis-je? C'est d'abord toute autorité maintenant qui détient le pouvoir pour pouvoir être tenté de s'impliquer dans le processus électoral. Alors, si aujourd'hui, s'il faut prendre les 4 personnes qui se sont prononcées, dont nous avons parlé, maintenant, nous parlons du procureur général, nous parlons du ministre de l'Intérieur. Alors là, la question serait, est-ce que maintenant, c'est mon rôle de jouer ou nous avons tout mis sur le dos de la CENI? C'est à la CENI. Ce n'est pas à dire que ces personnes doivent s'effacer, non. Mais c'est lorsque la CENI fera recours à l'entité administrative d'association qu'il devrait agir. Mais il ne devrait vraiment pas agir en même temps ou avant la CENI. Vous comprendrez donc qu'en ce moment-là, cette personne qui est citée dans ce discours va se dire finalement, est-ce mon adversaire ou mon administratif? Donc, en ce moment-là, la question est autre chose. 2, si cette fois-ci le processus continue comme ça et que rien n'est fait, le risque est d'avoir 2 camps qui sont tous sûrs de la victoire, qui n'écouteront plus la CENI, parce que justement, elle a été absente lorsqu'il fallait prendre place, elle n'a pas été juge lorsqu'il le fallait, et elle se présente pour juger au moment où l'autre a déjà jugé. Donc, vous comprenez donc que, comme on a dit, le processus peut disqualifier le décideur s'il n'a pas joué son rôle avant que la décision ne sorte. Okay, merci. Aujourd'hui,
le constat, c'est que notre campagne électorale, la campagne électorale d'aujourd'hui, c'est comme si elle est bipolarisée. Il me semble que c'est 2 camps qui s'affrontent, mais où sont les autres 5 pour faire 7, Monsieur Denis? Bon, les autres sont en train de faire campagne. Je regarde souvent la télé, le journal télévisé en langue nationale, le Kirundi. De temps en temps, je vois les autres candidats. J'ai déjà vu les candidats indépendants, notamment Dieudonné, Nahima Najroa. J'ai déjà vu Francis Rohero. J'ai déjà vu du Frodebou, le candidat du Frodebou, Léon Sengendakoumana. Sauf que ces autres candidats sont, par rapport au CNDD-FDD, sont vraiment... CNDD-FDD seulement ou... Le CNDD-FDD est toujours présent dans les émissions, dans les journaux, tandis que les autres partis politiques et candidats indépendants sont de moins en moins visibles. C'est ce que je constate. Bon, et qu'est-ce qui explique cet état de fait? J'en sais rien, moi je ne fais que regarder. Ou ils ne sont pas présents sur le terrain, ou ils y sont plus ou moins, comment dire, connaissent une injustice. Il faudrait plutôt retourner la question à vos collègues de la RTNB. Sinon, nous ne faisons que regarder. Sinon, ça m'étonnerait que l'on dise qu'un parti politique qui a présenté les candidats dans les 18 provinces puisse être carrément absent et que le fait de ne pas être visible à la télévision signifierait qu'il est absent sur le terrain. Je ne crois pas. Peut-être que c'est une manière de faire, j'en sais rien. Il faudra vous adresser à votre collègue. Bon, avançons sur l'émission. Nous touchons vers la fin d'ailleurs. Une question par rapport aux résultats que nous attendons vraiment de cette campagne électorale. À voir les critiques que vous avez émises par rapport au déroulement de cette campagne électorale, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, on doit être pessimiste ou on doit être optimiste. Monsieur Rémy. Je l'avais dit dans la question précédente, lorsque vous posiez la question de savoir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Moi, je crois que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et tant qu'on se parle, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Et maintenant, je me dis que les candidats au présidentiel sont des personnalités tellement importantes, tellement qui aiment leur pays et qui voudraient demain plutôt se retrouver dans le fauteuil présidentiel, n'ayant pas vraiment beaucoup d'autres questions à résoudre telles que les violences comme on en a connues dans le passé. Donc, je me dis qu'ils suivent aussi. Malgré tout, ils sont en train de suivre. Ils voient ce qui se fait lorsqu'ils sont sur le terrain avec leurs membres, mais ils s'informent aussi et ils suivent ce qui se fait ailleurs, dans d'autres partis politiques. Mais ils suivent aussi, je me dis, avec beaucoup plus d'informations que moi, de la tendance qui risque de se produire si effectivement rien n'est fait. Alors, comme tous, à entendre leur programme politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent vraiment Burundi développer, apaiser, et ainsi de suite. Et maintenant, lorsqu'ils sentent que tel membre, qu'il y ait des heurts entre mes membres et ceux de l'autre, c'est, je me dis, facile de l'appeler, de faire en sorte qu'ils soient en contact et de voir comment effectivement apaiser ces tensions. Ça, c'est un. 2. Maintenant, il ne faudrait pas seulement prendre ce volet mobilisateur de dire la victoire est certaine, sans penser qu'effectivement, s'il advenait que la victoire soit, j'allais dire, balancée, en ce moment-là, est-ce qu'il aura le temps nécessaire de rentrer en contact encore avec ses membres pour leur dire, vous savez, ce que l'on avait dit n'a pas été exactement cela, donc calmez-vous, on suit la situation. Donc, ça risque d'être un peu tard. Donc, c'est à ce niveau où je dis et j'insiste, si c'était possible que ces responsables, au lieu de seulement laisser un discours qui est orienté dans un seul sens, qu'ils essaient de nuancer et dire, vous savez, comme on le dit si bien à Kirundi, on ne sait jamais, mais s'il advenait que malgré nos efforts que vous voyez, notre force que vous voyez, que l'élection se produise autrement,
évitons la violence. Parce que dans tous les cas, nous sommes tous burundais. Celui qui vaincra, qui aura la victoire, régnera pour tous. La même question chez Denis. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport au résultat qui sera issu de cette campagne électorale? Malgré les quelques obstacles, je reste optimiste. Ouais. J'ai de l'espoir parce que nous sommes en face à des êtres humains. Alors, que vise ce processus électoral? Les êtres humains, ces candidats doivent se poser la question. Que vise ce processus électoral? Alors, comment y arriver? Alors, suis-je ou alors sommes-nous dans le droit chemin? C'est-à-dire une prise de conscience pour préparer l'après-élection, et on doit alors voir si ce que l'on cherche à atteindre sera le résultat de ce que l'on est en train de faire. Alors, c'est pour cette raison que je reste optimiste, dans le sens que nous avons des personnalités qui font la compétition pour le fauteuil présidentiel, mais aussi pour occuper le Parlement. Et puis, on se dit qu'on ne saurait vraiment, d'après l'expérience déjà vécue, on ne saurait retourner encore une fois en arrière pour replonger le pays dans l'après-élection très douloureuse. C'est pour cette raison alors que je pense que les institutions, les organes habilités doivent aider les candidats à prendre conscience de leur comportement et des conséquences qui peuvent en découler si jamais ils persistaient dans certaines pratiques qui pourraient être néfastes pour l'après-élection. Oui, M. Denis parle des candidats qui doivent prendre conscience de leur comportement. Et quel doit être le comportement, M. Rémy, des militants qui sont derrière les acteurs politiques? Comment dépassionner, par exemple, le débat ou dépassionner, par exemple, le militantisme qu'ils montrent sur le terrain? Encore une fois, là, la responsabilité revient aux candidats parce que finalement, comme nous l'avons dit, cette période courte de campagne fait que les candidats qui sont déjà gagnés à la cause de tel ou tel autre parti ne suivent que leurs candidats. Donc, n'écoutent que leurs candidats. C'est donc la responsabilité de ce responsable qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne voudrait pas se retrouver sur le fauteuil présidentiel après avoir vécu des hécatombes, qui ferait tout pour que ses membres soient conscients qu'effectivement, le bon programme qu'ils doivent mettre en œuvre ne le ferait que lorsque justement il y aura la paix. Donc c'est de l'intérêt de tout le monde que la paix, la cohabitation pacifique règne, même dans les moments décisifs comme c'est de choisir celui qui doit gouverner le pays durant la période à venir. Merci. Quel doit être le discours aux militants? Le discours aux militants, on doit oser. On doit oser dire qu'on est dans une compétition. Et que dans une compétition, on peut gagner ou perdre. Je me rappelle, on a été ici sur le plateau de Mosaïque un jour avec les invités des partis politiques. Le journaliste avec qui on était a demandé aux deux représentants des partis qui étaient ici, c'était le CNL et le CNDD-FDD, de dire à leurs militants que si jamais le parti perd ou leur candidat perd, on pourra accepter la défaite. Personne ne l'a dit. Personne n'a osé le dire. Alors, c'est ça le danger. Il faut oser dire qu'on est en compétition et qu'en compétition, on gagne et ou on perd. Alors, si tel est le cas, il faut apprendre déjà à ses adhérents, à ses militants et à ses sympathisants, mais aussi à ses électeurs, que si jamais on perd l'élection, ce n'est pas la fin du monde. On va encore préparer les échéances à venir. Oui, oui. Alors, pour synthétiser un tout petit peu, nous acheminons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pensez, M. Denis, que les règles du jeu politique aujourd'hui sont observées? Ou ils sont observées à moitié ou pas du tout? Je peux dire que certaines règles du jeu sont observées, notamment le respect de la période de la campagne électorale. Ça a débuté le jour. Et puis, le jour, donc la date où le président de la République a convoqué la campagne. Et puis, les candidats présentent leur programme politique. Il y a les électeurs qui répondent. Et puis, il y a aussi les démembrements de la CENI dans les provinces et dans les communes qui sont là, conformément à la loi. Et à mon avis, sur ce point,
il y a les règles du jeu qui sont respectées. Quant aux écarts concernant le déroulement de la campagne, il revient bien sûr à la CENI et à ses démembrements de s'en occuper. Et si la CENI ne s'en occupe pas, là on dira qu'elle serait en dehors des règles du jeu. Mais pour le moment, je peux dire que d'une manière générale, on essaye de respecter les règles du jeu malgré les quelques écarts. C'est votre avis aussi, M. Rémy? Oui, c'est mon avis aussi, en soulignant, revenant sur ce dont on avait parlé tout à l'heure. En fait, le grand piège que je trouve dans cela, c'est la position souvent, si pas toujours, du parti au pouvoir au Burundi, qui en fait, à un certain moment, voit que tout est là pour lui, et il y a une tellement petite période qui est accordée aux autres, et malheureusement, entre-temps, toutes les erreurs qui sont enregistrées retombent sur ce parti qui est le seul acteur sur le terrain. Et lorsqu'on élit, souvent, c'est des élections punitives. Et malheureusement, si les choses se sont passées de la sorte, on aboutit justement à ces attentes qui ne sont pas réalisées et qui peuvent souvent cacher des sources de tension qui risquent d'être un peu gênantes après les élections. Qu'est-ce que vous recommandez aux candidats en compétition aujourd'hui? Aux candidats en compétition, c'est de fournir assez d'efforts de ce qu'ils faisaient déjà, d'être vraiment des communicateurs de paix, de cohabitation, et d'encourager leurs électeurs à savoir que cette période, elle est courte et elle passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'on a beau être sûr de la victoire, on ne sait jamais. Et s'il advenait qu'on ne soit pas vainqueur, patientons, ayons confiance en la CENI et les différents autres organes, qu'effectivement, on va suivre le cas, au lieu d'être sûr que... Parce que sinon, si on ne gagne pas, et d'ailleurs, cette option n'y est pas souvent, malheureusement, c'est-à-dire que c'est autre chose qui est négative qui s'est produit, donc on doit être conséquent à ce niveau, et c'est malheureux. Monsieur Denis, quel est le message qu'il faudrait, vous en tant qu'analyste des élections, qu'il faudrait peut-être adresser aux institutions, aux appareils étatiques qui sont appelés à apaiser les tensions? D'abord, aux institutions étatiques, comme on l'a déjà souligné, il faut qu'elles sachent laisser le rôle primordial du processus électoral à la CENI. Il ne faudrait pas que la CENI vienne en dernier lieu pour se prononcer, sinon ça risque de biaiser son discours. Autre chose... Vous voulez dire que la justice, par exemple, la police doit être en veilleuse en attendant que la CENI n'agisse? Normalement, dans un processus électoral, il faudrait faire la part des choses entre le parquet et la CENI. Et parfois, lorsque c'est le procureur général de la République qui commence à s'exprimer et que la CENI vient emboîter le pas, comme ils l'ont déjà dit, ça risque de biaiser son discours, même si dire biaiser ne signifie pas que peut-être le discours n'est pas correct, mais ça peut, dans la conception des gens, ça peut biaiser les choses. Autre chose que j'aimerais dire, j'ai eu peur de m'adresser à vous les médias, n'est-ce pas? Pourquoi avoir peur? Les règles du jeu en matière des médias, là, je pense que ce n'est pas respecté. Il faudrait alors que, notamment la RTNB, se ressaisisse et transmette équitablement. Ça s'appelle en temps de parole. Et c'est écrit... Ici, c'est la radio Isangani, la oui, RTNB, je sais. mais... Je sais pourquoi j'ai dit à votre secteur des médias. Il faudrait alors que la RTNB, maintenant je parle de la RTNB, se ressaisisse. Vous voulez parler des médias publics tout court, pas nécessairement la RTNB public ou peut-être privé aussi, je ne sais pas si vous faites la même chose. Mais pour la RTNB, permettez-moi d'y revenir, il faudrait qu'on donne le même temps de parole, comme c'est dit dans le code électoral, à tous les candidats et de la même manière. Ça, c'est vraiment l'égalité au niveau de l'élection. Sinon, comme nous le disions ici sur le plateau, après l'élection, on risquera de jeter ses dévolus sur la RTNB qui n'aurait pas diffusé de manière équitable les meetings au cours de la campagne électorale. Là, c'est très important. Il faut donc essayer d'effacer
tous les prétextes qui pourraient donner aux perdants le droit de dire j'ai perdu parce que ceci et ceci et ceci. Ouais. Vous avez eu déjà le temps de vous adresser aux acteurs politiques, aux institutions, mais il y a cet arbitre-là qu'on appelle la CENI, qui a besoin aussi peut-être d'être rappelé sur ses obligations. Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, comme discours à adresser ou recommandation à adresser à la CENI? Oui, la CENI, je dois d'abord dire que en fait, elle-même se retrouve entre le marteau et l'enclume, dans ce sens que, en fait, avec le processus, il y a lieu de se poser la question de savoir si le dernier I de son nom est protégé. Le dernier I, vous voulez dire le mot indépendant. Exact. Est-ce que la CENI elle-même fait quelque chose pour préserver son indépendance? Parce que comme nous l'avons dit... À votre entendement, non. Ou oui. C'est ce que je veux dire. D'abord, c'est à elle de juger. Parce que, comme nous l'avons dit, lorsque nous voyons les documents, nous l'avons expliqué, et que finalement, la période électorale vient juste pour clôturer le processus électoral, là, la CENI elle-même se retrouve coincée parce qu'elle doit tellement recevoir des doléances venant de toutes parts, alors qu'il y a lieu que quelques points aient été étayés avant. C'est-à-dire quoi? Juste après la proclamation des élections, en fait, le processus continue pour les élections à venir. Mais on ne voit presque pas, à cette période-là, l'action de la CENI. Et lorsque une personne qui se prépare pour la candidature n'a pas les opportunités de faire cela avant, malheureusement, le problème sera que lorsque c'est la CENI qui devrait transmettre les dossiers à la magistrature, parce qu'elle a constaté les écarts elle-même et que maintenant cela est fait plutôt par la police, la question qui est là est finalement, est-ce que la police ne fait pas son devoir? Parce que s'il voit la sécurité menacée, elle doit agir. Mais n'est-ce pas la CENI qui devrait le faire? Le constater avant et référer le cas à la justice ou à la police. Donc c'est quelque part là où il y a lieu de se poser la question si vraiment elle est préservée davantage son indépendance, était proactive pour que chaque élément qui retombe dans ses attributions soit fait par elle-même, il y aurait plutôt une amélioration parce que les autres institutions se retrouveraient à l'écart et c'est elle qui se trouverait maître de jeu et il y aurait moins de réclamations de la part des perdants ou des gagnants. Merci à vous les invités. C'est par ici que prend fin le débat mosaïque. Je voudrais prendre cette occasion pour vous remercier, messieurs les invités. Denis Banchimiboussa, vous êtes politologue, spécialiste des partis politiques et des élections. Merci d'être venu dans ce débat mosaïque. Je vous remercie moi également et je remercie aussi l'invité avec qui on a partagé le débat ainsi que les auditeurs qui nous ont suivis. Monsieur Rémy, vous êtes spécialiste dans les questions, plutôt dans la résolution pacifique des conflits. Et merci d'être venu pour contribuer au débat mosaïque. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie les auditeurs. Je remercie aussi le professeur Denis pour ses riches interventions. Nous remercions aussi les auditeurs qui nous ont tenu compagnie pendant ces 60 minutes. Vous aurez entendu que les invités ont constaté que les règles du jeu politique sont observées, mais qu'il faut un tout petit peu nuancer le discours politique de la part des militants, que les institutions devraient jouer leur rôle pour apaiser les tensions. Merci beaucoup à tout le monde. Je remercie beaucoup la cabine technique qui était dirigée par Séraphine Hakizimana et la prise de son et des images qui étaient dirigées par Rono Nyongheza et Justicien Tuikez Silver Dakartimana qui était au micro. Je vous remercie et à la prochaine.